Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un incendie spectaculaire transforme l'Assemblée nationale en un brasier géant. La furie des flammes a dévasté près de 5 étages de l'auguste chambre. Dans la nuit de jeudi à ce vendredi, d'importants dégâts matériels sont à déplorer. Des députés affligés ont suspendu les travaux jusqu'à lundi prochain, mais sur les décombres s'échappe déjà une fumée qui laisse transparaître des interrogations sur l'inexistence des mesures de prévention et sécurité incendie dans les bâtiments publics au Cameroun. Après 48 heures placées en résidence surveillée, Robert Mugabe, le président zimbabwéen, a assisté à une cérémonie publique de remise des diplômes à l'université à Harare, la capitale. Son refus de quitter le pouvoir a suscité de nombreux appels à sa démission, parmi lesquels celui du président ivoirien Alassane Ouattara prend à contre-pied l'Union africaine et invite Robert Mugabe à quitter le pouvoir dans la dignité. Et derrière les malheurs du président zimbabwéen se dessine l'ombre d'une épouse qui rêvait elle aussi d'arriver à la tête du Zimbabwe. Portrait à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Les travaux à l'Assemblée nationale sont suspendus jusqu'à lundi prochain. C'est une décision du président de l'Assemblée nationale qui intervient après cet incendie spectaculaire survenu dans la nuit de jeudi à ce vendredi. La furie des flammes a dévasté près de 5 étages de l'auguste chambre. Un brasier géant aperçu dans la cité capitale qui a mobilisé les sapeurs-pompiers durant toute la nuit, sémé la panique à Yaoundé. Le récit des faits de ce brasier géant survenu dans la nuit de jeudi à ce vendredi, c'est avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. Au cœur de la nuit de jeudi à vendredi, le siège de l'Assemblée nationale au quartier Ngouaekele à Yaoundé a été frappé par un incendie. Les premiers intervenants ont aperçu de la flamme qui sortait à partir du 5e et 6e étage, avec un risque de propagation vers tous les étages supérieurs. Si les causes de l'incendie ne sont pas encore explicites, selon les sapeurs-pompiers, la configuration du bâtiment et l'absence d'une bouche d'incendie ont aggravé la situation. Tout de suite, on ne peut pas savoir qu'est-ce qui est à l'origine, qu'est-ce qui est la cause de cet incendie. C'est la configuration d'abord du bâtiment qui a permis la propagation de façades. Les éléments de façade étant facilement inflammables, ceci a permis que le feu prenne du niveau 4 jusqu'au niveau 7 et que la propagation soit rapide. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est la présence d'un point d'eau disponible à proximité. Nous avons une bouche d'incendie ici, mais elle n'est pas disponible. Il n'y a pas d'eau dans cette bouche. Le bilan fait état de dégâts considérables au 3e, 4e, 5e, 6e et 7e étage du bâtiment abritant la chambre basse du Parlement camerounais. Le feu est circonscrit. Il est resté circonscrit au 4e, 5e, 6e et 7e étage du bâtiment R+7. Il y a quelques années, un précédent incendie dans ce bâtiment n'avait endommagé qu'un étage. Comme une prémonition, lors de l'ouverture de la session de novembre, Kava Yege Djibril a indiqué que le projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale était en bonne voie à la suite d'une convention de financement entre le Cameroun et la Chine. Quel est le visage de l'Assemblée nationale après cet incendie spectaculaire survenu dans la nuit de jeudi à ce vendredi? D'importants dégâts matériels sont à déplorer. Des députés sont affligés par ce grave incendie. Ils disent avoir tout perdu pratiquement. Ceux dont les bureaux ont été dévastés par les flammes. Ils ont reçu le soutien de la part du Sénat. Les travaux sont suspendus jusqu'à lundi prochain. Élisée Bogba et Marcelin Gansop étaient sur les lieux ce matin. Regardez.
c'est au petit matin que l'on a pu mesurer l'ampleur de l'incendie qui s'est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi, ici à l'Assemblée nationale. Un incendie qui a touché essentiellement les 3e, 4e, 5e, 6e et 7e étages du bâtiment principal de l'hémicycle de Ngouaikele. Moi, je suis parti il y a une tard dans la nuit pour organiser les obsèques dans ma famille. Et vers 1h du matin, j'ai reçu le tout premier coup de film annonçant qu'il y a le feu à l'Assemblée nationale et que c'était un incendie extrêmement grave. Et donc aussitôt j'ai pris la route parce que je suis assez loin d'ici et je suis arrivé au petit matin à Yaoundé pour constater comme vous qu'il n'y a plus rien. Les dégâts sont importants, comme a pu le constater le président de l'Assemblée nationale, Kava Yegué Djibril, est arrivé ici pour toucher du doigt personnellement les dégâts de cet incendie. Il sera suivi dans un geste de solidarité par son homologue du Sénat, Marcel Nyat Difendi, qui est venu accompagné d'une forte délégation des membres du bureau de la Chambre haute du Parlement. Il est tout à fait normal que le président du Sénat, les membres du bureau du Sénat se déplacent pour témoigner leur solidarité vis-à-vis du président de l'Assemblée nationale, des membres du bureau de l'Assemblée et de tous les députés. C'est gênant, c'est pénible pour nous tous parce que nous sommes en pleine session budgétaire. Et lorsque des bâtiments qui habitent les commissions et autres services sont affectés par les flammes, il est évident que nous sommes gênés. Parmi les victimes, le premier vice-président à l'Assemblée nationale, mais également le groupe parlementaire du Social Democratic Front. Je vois au 4e étage mon cabinet, tout au côté gauche du 4e étage, il n'y a plus rien. Donc tout le fonds documentaire, tous mes documents de travail, mes documents personnels, au-delà de mon cabinet, vous avez tout le 5e étage qui est la direction du budget, vous avez le 3e étage dans une certaine mesure chez l'agence comptable. Nous avons toute la documentation, à savoir dans les ordinateurs, dans les papiers et autres documents précieux. La vie du SDF à l'Assemblée depuis 22 ans est consommée. Donc nous ne pouvons plus faire quoi que ce soit avec les documents à l'appui. Donc nous sommes vraiment dévastés. C'est également un sentiment de désolation de la part des députés membres du Parlement. Heureusement, plus de peur que de mal. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais il est clair que l'activité parlementaire sera fortement perturbée pendant les prochains jours. Pour nous, c'est un grand coup. C'est d'autant plus qu'on est en session budgétaire avec le vol de la loi et finances qui a des contraintes en termes de calendrier. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est le destin. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire notre devoir, même dans des conditions difficiles. Même si nous devons siéger dans la cour, nous siégerons. Perturbation de l'activité parlementaire, mais pas arrêt de travaux. L'honorable Kava Yegué Djibril, président de l'Assemblée nationale, a rassuré que toutes les dispositions seront prises pour que les travaux puissent se poursuivre dans de bonnes conditions. Et à ce sujet, les activités qui étaient programmées ce vendredi ont été reportées à lundi prochain, tel que rassure Grégoire Orona, qui assure le relais entre l'Assemblée nationale et le gouvernement en lieu et place du vice-premier ministre Amadou Ali. Les travaux sont programmés pour reprendre lundi à 10h avec la commission des finances et lundi après-midi avec d'autres commissions. De toute façon, dans les concertations qu'on a eues, tout est mis en œuvre pour que les travaux reprennent. On va mettre des bouchées doubles. Je crois que nous ne sommes pas inquiets quant à notre capacité à rattraper le retard dans le chronogramme. Mais il faut dire qu'on va travailler dans des conditions difficiles. Donc il y a urgence aujourd'hui à lancer le projet de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Cet incendie survient alors que l'Assemblée nationale a en projet la construction d'un nouveau siège. Ici à l'Assemblée nationale, Élisée Borba, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. Ce grave incendie survenu à l'Assemblée nationale suscite des interrogations sur l'inexistence des mesures de sécurité incendie dans les bâtiments publics. Vous l'avez observé, cette rude bataille menée pour circonscrire les flammes, elle illustre à suffisance le manque d'outils techniques permettant d'éviter des incendies à l'Assemblée nationale et d'éviter également d'aussi importants dégâts matériels. Emmanuel Diop et Guy Zogo.
Le grave incendie qui vient de frapper le siège de l'Assemblée nationale étale au grand jour des manquements au sein de cette institution. Pour leur part, les sapeurs-pompiers ont déployé l'artillerie lourde pour faire face à la situation. La totalité des moyens de lutte contre l'incendie de la ville de Yaoundé ont été engagés avec 60 sapeurs-pompiers et nous avons également saisi les sapeurs-pompiers d'aérodrome de Simalène qui sont venus en appui avec leur engin également de lutte contre l'incendie. Et tout ceci, c'est pour pouvoir faire les norias entre le point d'eau, c'est-à-dire les bouches d'incendie, faire la navette entre les points d'eau et le lieu du sinistre. Pourtant, la configuration du bâtiment et d'autres manquements inacceptables pour une telle institution ont rendu l'affaire plus compliquée. C'est la configuration d'abord du bâtiment qui a permis la propagation de façades. Les éléments de façade étant facilement inflammables, ceci a permis que le feu prenne du niveau 4 jusqu'au niveau 7 et que la propagation soit rapide. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, c'est la présence d'un point d'eau disponible à proximité. Nous avons une bouche d'incendie ici, mais elle n'est pas disponible. Il n'y a pas d'eau dans cette bouche. Au fond, c'est la question de la modernisation du Cameroun qui se pose devant un tel drame. Souvent, au sein d'institutions aussi réputées que l'Assemblée nationale et d'autres encore, des dispositifs élémentaires comme les bouches d'incendie ou encore les rampes d'accès pour handicapés sont inexistants. Il est bien urgent que l'idée de la modernisation du Cameroun dont se targue le gouvernement corresponde effectivement à des réalités palpables sur le terrain. Dans le reste de l'actualité, au départ, c'est une dispute banale entre deux commerçants qui veulent s'attribuer un même espace situé non loin du marché Ndokbassi 3 à l'entrée est de la ville de Douala. Ensuite, la situation a dégénéré lorsque l'un des protagonistes, Youssoufa, 21 ans, assène des coups de poignard à sa consoeur commerçante. Le décès brutal de Jeanne a plongé le marché Ndokbassi 3 dans une colère noire. Le jeune commerçant a subi la vindicte populaire au point d'en perdre la vie. Le récit des faits avec Eukwa Claude et Julienne Berthe-Bissaï. Au marché Ndokbassi dans l'arrondissement de Douala 3e, vit le corps sans vie de Mbala Jeanne, commerçante. Elle a succombé aux blessures causées par les coups de poignard que lui a infligé le nommé Ndam Youssoufa, commerçant. Selon des témoins, le pire est survenu à la suite d'une vive dispute entre les deux au sujet de l'occupation d'un espace marchand le long de la chaussée. Cette femme était en train de faire sa marchandise. Le gars est venu que la femme est sur sa place. Alors les problèmes ont commencé. Il a sorti le poignard. Il a que sur le cou de la femme. C'est où il voulait fuir. La population l'a encadré, les mettre aussi à l'aise. Le décès de Dame Mbala va susciter le courroux des populations qui vont décider d'en découdre avec son bourreau. Il sera extirpé des mains de cette population en furie par les éléments du commissariat central. Conduit de toute urgence à l'hôpital La Kentini, il va aussi connaître le même sort que sa victime. Informé de la situation, le sous-préfet de Douala 3e a personnellement effectué une descente sur les lieux pour calmer les esprits surchauffés. Comme vous avez constaté, nous avons déployé les forces de maintien depuis ce matin pour lutter contre tout acte de désordre, quel qu'il soit, et pour traquer les bandits de toutes sortes. Nos forces de l'ordre sont à pied d'œuvre depuis bien longtemps. Et même hier soir, il y avait également une situation de vindicte populaire qui a pu être maîtrisée. Donc c'est l'occasion qui nous ont offert pour condamner tous les actes tendant au recours à la vindicte populaire, mais également tout acte de règlement de comptes. Et c'est le lieu pour nous aussi d'inviter nos populations de nous aider dans la lutte contre l'insécurité en dénonçant tous ces bandits qui réclament ce milieu. Ce drame vient une fois de plus mettre au grand jour l'état d'insécurité qui règne dans la ville de Douala. Une violente altercation meurtrière survenue à l'entrée est de Douala
qui mettent en lumière les batailles menées entre commerçants pour exposer leurs produits sur les emprises de la route, bien loin du site de recasement aménagé pour leur activité. Les concernés refusent de s'y rendre et s'activent à la création des marchés spontanés, véritables vecteurs de désordre urbain sur la pénétrante est de Douala. Reportage Flavien Dongo. Au quartier Ndorpassi 3, à Douala, les commerçants boudent la place du marché pour s'installer sur la chaussée. On a détruit, on a fait sortir les commerçants dans le marché pour les envoyer sur la chaussée. Les commerçants sortent de chez eux à minuit pour venir occuper la chaussée pour vendre. Le nombre pléthorique des vendeurs nous oblige à nous retarder vers la route. Ceux que vous voyez là vendaient dans le marché. Avec des marchandises étalées à même le sol, ces commerçants que d'aucuns qualifient de récalcitrants et qui écument le voie publique sont à l'origine des bouchons que redoutent les usagers de la pénétrante est des autorités administratives. Et certains commerçants qui refusent de libérer une partie du marché. C'est ça qui retarde l'évolution des travaux. La chaussée elle est faite pour la circulation des personnes et des biens. Elle n'est pas faite pour une occupation privative au fin de l'espace marchand. Toute une zone de recasement avait pourtant été prévue pour accueillir les revendeurs au moment du début des travaux. Le site est devenu pour les commerçants en bas. On a mis les boutiques à haut, on laisse le bas pour les femmes. Pour se débrouiller là-bas. On sait quitter la chaussée. C'est tout. Le rôle de recasement des commerçants qui incombe à la commune d'arrondissement de Douala 3e peine à être implémenté pour des raisons non évoquées. Toute chose qui prête le flanc à l'incivisme des populations. Les capacités de réaction et de prise en charge efficiente des malades restent encore limitées au centre des urgences de Yaoundé. Son personnel médical a été édifié sur l'expérience belge afin d'améliorer leur performance. C'était lors d'un congrès international qui s'est tenu à Yaoundé. Des précisions avec Élisée Bogba et Aïk Cyril. Le centre des urgences de Yaoundé se met à l'école belge. C'est à la faveur du congrès de médecine d'urgence belgo-camerounais qui vient de s'achever à Yaoundé. Nous avons revisité les grosses pathologies médicales et chirurgicales qui arrivent aux urgences. Et nous avons fait un échange assez scientifique et sincère pour harmoniser nos prises en charge et pour adapter surtout les prises en charge à notre contexte camerounais. Le QI est un centre d'urgence jeune, créé il y a 2 ans seulement, par rapport aux autres qui ont quand même une expertise et une ancienneté avérée. Il est question que nous nous mettions au travail, que nous arrivions aux standards internationaux et que nous puissions nous soumettre à la critique des autres. Ça, c'est pour l'intérêt de nos patients. Mais au-delà du personnel du CURI, c'est que le centre des urgences de Yaoundé peut former à l'administration de secours. La médaille de la vaillance a été décernée à titre posthume aux 4 soldats tombés sur le champ d'honneur à Bamenda et au sud-ouest dans les 2 régions anglophones. Alors qu'ils préservaient l'intégrité du territoire, ils ont été victimes des attaques et des honneurs militaires ont été rendus en leur mémoire ce jour à Bamenda. Dallas Tiana et Jean-Paul Chouniat. À la place des fêtes de Bamenda, une ambiance lourde, dans une atmosphère chargée d'émotions. Émotion d'une nation qui pleure la disparition brutale et précoce de 4 de ses fils tombés au champ d'honneur dans l'accomplissement de leur devoir, la défense de la patrie. Recouverts du drapeau national, les dépouilles des 4 soldats tués en opération sont honorées par leurs frères d'armes, tout comme ils reçoivent les hommages du haut commandement. En premier, les condoléances du président de la République, chef des armées, présentées aux familles par le préfet de la Mézam. Deuxième temps fort, le colonel Didier Badjek donne lecture du décret présidentiel décorant à titre posthume les disparus. The Medal of Valor is, as of the date of signature of this decree, posthumously awarded to the following personnel: Maréchal des logis chefs Imna René, gendarme-major John Lai Bienvenu, student gendarme Sally David, seconde classe private Yaya Emmanuel.
et dans la dernière articulation de ce cérémonial militaire. Jean-Baptiste Bokam, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie, représentant le ministre de la Défense, épingle les 4 médailles de la vaillance sur les cercueils du maréchal de logis-chef Imna René, le gendarme-major Jomla Bienvenu, l'élève gendarme Sali David et le soldat de 2e classe Yaya Emmanuel. Dans son oraison funèbre, le commandant de la Légion de gendarmerie du Nord-Ouest, le colonel Valère Rukoa, présente les disparus comme des exemples à suivre dans la protection de l'unité du Cameroun. Assassinés les 6, 7, 8 et 10 novembre dernier par des assaillants identifiés comme sécessionnistes dans les localités de Djakiri, Bafout, Akwen et Bamenda, les dépouilles des 4 défenseurs de la République ont été transférées dans leur village natal pour le repos éternel de leurs âmes. Dans l'escale internationale, après 48 heures de mise en résidence surveillée, Robert Mugabe, président zimbabwéen, a assisté à une cérémonie publique de remise des diplômes à l'université située à Harare, la capitale. Son refus de quitter le pouvoir suscite de nombreux appels à sa démission. On fait le point avec Étienne Pascal Azegui. L'ancien vice-président zimbabwéen Emerson Mnangagwa, dont l'éviction a provoqué mercredi dernier le coup de force de l'armée contre le régime du président Mugabe, est rentré au Zimbabwe, a-t-on appris vendredi, dans son entourage. Mnangagwa avait fui le Zimbabwe dans la foulée de son éviction le 6 novembre dernier, mais avait promis de défier le président Mugabe et son épouse Grace, sa rivale pour la succession à la fonction suprême. De son côté, l'armée qui contrôle la capitale Harare a annoncé vendredi avoir arrêté plusieurs proches du président, se félicitant de progrès significatifs dans son opération de purge au sein du parti au pouvoir, la ZANU-PF. Nous avons mis la main sur plusieurs des criminels, tandis que d'autres sont toujours en fuite, a fait savoir l'armée dans un communiqué publié dans le journal d'État The Herald. Dans la nuit du 14 au 15 novembre, des officiers ont annoncé être intervenus contre les criminels de l'entourage du président Mugabe, une allusion directe à la faction du parti au pouvoir, la ZANU-PF, qui soutient la première dame. Grace Mugabe, 52 ans, était entrée en guerre ouverte contre Mnangagwa pour la succession de Mugabe, le plus vieux chef de l'État en exercice sur la planète. Robert Mugabe, qui refuse toujours de céder le pouvoir malgré de multiples négociations en cours au Zimbabwe. Et précisons que le président zimbabwéen Robert Mugabe a assisté à une cérémonie publique de remise des diplômes dans une université située à Harare, la capitale, et de nombreux appels à sa démission se multiplient, parmi lesquels celui du président ivoirien Alassane Ouattara, qui prend à contre-pied l'Union africaine et demande à Robert Mugabe de quitter le pouvoir dans la dignité. Et derrière les malheurs du président zimbabwéen se dessine l'ombre d'une épouse qui rêvait, elle aussi, d'arriver à la tête du Zimbabwe, un rêve brisé, mais son activisme suscite l'admiration mais aussi des critiques au sein de la gente féminine. Son portrait est signé Kedjara et Martin Mangele. Face à la levée de bouclier à laquelle on assiste au sujet de Grace Mugabe, l'épouse du président zimbabwéen, les femmes politiques camerounaises s'expriment. Je ne suis pas du tout d'accord que dès que la femme cherche à prendre le pouvoir, on croit qu'elle n'a pas le droit et que c'est une faute. C'est juste la manière. Il n'y avait pas à enlever quelqu'un qui était déjà sur le plan de la Constitution vice-président pour la mettre. C'est la manière qui a tout fait foirer. Pour elle, c'est surtout le dynamisme de la première dame zimbabwéenne qui aurait captivé son époux. Pendant toutes ces années, si elle était la secrétaire de Mugabe, si elle était une mauvaise secrétaire, si Mugabe n'avait pas vu en elle un autre côté d'elle, peut-être c'est elle qui faisait tout d'ailleurs. À chaque fois que vous voyez une femme réagir comme ça veut dire qu'elle joue un rôle important. Le cas Grace Mugabe devrait donc être pris comme exemple par les femmes engagées dans la politique. C'est une leçon pour nous les femmes qui avons des époux ou bien nous-mêmes engagés en politique. Évitons de nous faire exploiter. On n'avait qu'à refuser la place de première dame et se positionner en tant que citoyenne forte. Mugabe ne l'a pas épousée au hasard. Faire de sa secrétaire première dame, c'est qu'il y a quelque chose là-dedans. Aujourd'hui, elle a voulu prendre le pouvoir, malheureusement de façon maladroite, et c'est ça qui est mauvais.
Mais sinon, son mari a réussi grâce à elle. Née le 23 juillet 1965 à Benoni en Afrique du Sud, sous le nom de Grace Marufu, elle épouse le président Mugabe à 31 ans. Il est lui-même âgé de 72 ans à l'époque, ce qui leur fait 41 années de différence. Avant ce mariage, elle était l'épouse de Stanley Gorerassa et secrétaire datilographe à la présidence. Grace Mugabe, avec le temps, jouit d'une forte influence au Zimbabwe, notamment avec un rôle de premier plan, joué au sein du ZANU-PF, le parti au pouvoir. En 2014, elle est portée à la tête de la Ligue féminine, un poste duquel elle contribuera à l'éviction de plusieurs successeurs potentiels de son mari à la présidence. La dernière éviction, celle de son principal rival, le vice-président Emmerson Mnangagwa, en début du mois de novembre, sera l'éviction de trop. Sa fortune est estimée à plusieurs millions de dollars zimbabwéens. D'ailleurs, ses adversaires l'accusent d'avoir profité de sa position pour acheter, à vil prix, de nombreuses résidences, propriétés et entreprises. Elle est surtout surnommée Gucci Grace, First Lady, Disgrace, à cause de ses multiples frasques et dépenses. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Equinox Télévision. Tout de suite, le grand rendez-vous de l'économie sur Equinox Télévision. Et juste après, autour de 21 h, l'émission Horizon Sport, présentée par Hervé Kemnier. Bonne soirée sur cette même antenne.